Bienvenue sur les Titans de l'acier, la chaîne où nous plongeons dans la forge de l'histoire, là où les guerres ne se gagnent pas seulement sur l'eau, mais dans les chantiers navals. Depuis des millénaires, la loi de la mer est simple, un navire doit être plus fort que l'océan, et pendant des siècles, cette force avait un nom, le rivet. Des millions de rivets martelés à la main, un par un, pour maintenir ensemble les plaques d'un cuirassé. Mais le rivet, c'est aussi un talon d'Achille. Demandez au Titanic. Un navire est une chaîne, et chaque rivet est un maillon faible. Et si je vous disais que cette tradition millénaire a été brisée, non pas par un amiral ou un ingénieur de renom, mais par une erreur, une simple erreur de soudure, une bavure commise par un ouvrier anonyme dans un atelier français, un incident qui aurait dû être corrigé et oublié. C'est l'histoire d'une plaque de métal brûlée, que tout le monde a jetée au rebut. Une plaque qui, par le plus pur des hasards, a été redécouverte et a prouvé qu'elle était plus forte que tout ce que l'on connaissait. C'est l'histoire de la façon dont cette erreur a révolutionné la technologie navale. Si vous aimez ces récits où l'accident devient un triomphe, abonnez-vous aux Titans de l'acier. Laissez un j'aime en l'honneur de cet ouvrier inconnu et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous embarquez avec nous aujourd'hui. Nous sommes à Saint-Nazaire en 1937. C'est le plus grand chantier naval du monde. L'air est saturé d'un son qui définit l'époque, le rat-tat-tat-tat assourdissant de milliers de marteaux-piqueurs. C'est le son du rivetage. C'est ici, sur la cale 1, que la France, dans un dernier sursaut de fierté navale, construit son chef-d'œuvre, le cuirassé Richelieu. C'est un monstre de 35 000 tonnes, la réponse de la France au Bismarck allemand et au Vittorio Veneto italien. Et il est construit selon la tradition, plaque par plaque, rivet par rivet. Le chef de la construction de la coque est un homme nommé le maître Paul Dubois. Dubois est un compagnon, un maître artisan. Il a 60 ans. Il a commencé à 14 ans comme chauffeur de rivet. Le gamin qui attrapait les rivets chauffés au rouge et les plaçait. Pour lui, la soudure électrique, cette nouvelle technique sale, n'est pas de la construction navale, c'est du bricolage. Un rivet, dit-il, on le voit, on le frappe, on l'entend chanter quand il est bon. Une soudure, c'est une cicatrice, c'est une cache-misère. C'est fragile comme du verre. La marine française est d'accord avec lui. La soudure est autorisée, oui, mais seulement pour les parties non essentielles. Les casiers de l'équipage, les conduites d'eau, les cloisons de cabine. La coque, l'armure qui doit résister aux obus de 380 mm, doit être rivetée. C'est la loi. Dans ce vacarme infernal, travaille un jeune homme. Il s'appelle Julien Forge. Il n'est pas maître, il est ouvrier spécialisé. C'est un soudeur, et il déteste les rivets. Il les déteste avec une passion personnelle. Il voit le temps perdu, le poids ajouté. Chaque rivet pèse plusieurs kilos, et il y en a des millions. Le bruit qui rend les hommes sourds. Surtout, il voit la faiblesse. Il sait qu'un choc d'obus ne brise pas la plaque. Il fait sauter les têtes de rivets, transformant ces morceaux de métal en shrapnel mortel à l'intérieur du navire. Julien est un passionné de la nouvelle technologie de l'arc électrique. Il lit des revues techniques américaines et allemandes qui parlent de soudure en profondeur. L'idée que l'acier ne doit pas être collé, mais fusionné au niveau moléculaire. Un soir, Julien est assigné à une corvée. Il doit réparer une cloison anti-éclat, une plaque de blindage secondaire qui a été mal percée. C'est une pièce non essentielle. Il est censé utiliser la technique de soudure standard, basse intensité, cordon léché, propre. Mais il est seul, il est tard, et il est tenté. Et si j'essayais, se dit-il, il veut tester sa théorie de la fusion. Il prend son poste à souder et, au lieu de le régler sur 150 ampères, il le pousse à 300. C'est une hérésie, c'est dangereux, il frappe l'arc. La lumière n'est pas bleue, elle est blanche, aveuglante. Le bzzz n'est pas un sifflement. C'est un rugissement. Il ne pose pas un cordon de soudure. Il laboure le métal. L'électrode fond en secondes. L'acier de la plaque entre en ébullition, formant un cratère de métal en fusion. Il termine la couture, long d'1 mètre, et il recule, horrifié. C'est un désastre. La soudure n'est pas une ligne propre. C'est une cicatrice boursouflée, laide, carbonisée. Le métal autour a gondolé sous l'effet de la chaleur intense. C'est une erreur de soudure évidente. C'est une brûlure. Qu'est-ce que tu as fait, petit con?
La voix de maître Dubois résonne dans le silence soudain. Le vieux contremaître se tient derrière lui, son visage rouge de fureur. Il a vu l'arc blanc. « Tu as brûlé l'acier de la marine », hurle-t-il, frappant la plaque avec son marteau. « Tu l'as tué. Tu l'as rendu cassant comme du verre. C'est bon pour la ferraille. » Dubois attrape le jeune homme par le col. « Tu es un danger public. Tu ne toucheras plus jamais un poste à souder sur mon navire. Fous le camp. Va à la ferraille. C'est ta place. » Julien est licencié sur le champ. Humilié, il est envoyé au hangar F, le dépôt des rebuts, pour trier les vieux boulons et les plaques ratées. Son rêve de révolutionner la construction navale est mort. Et la plaque? La plaque brûlée, marquée d'un grand R rouge, rebut, est jetée dehors, sous la pluie, sur la pile de ferraille. L'erreur de soudure est oubliée. Le hangar F était l'enfer de Julien Forge. C'était un lieu de défaite, un cimetière de métal où les ambitions de l'ingénierie navale venaient de mourir. Il y avait là des ancres fissurées, des arbres d'hélices tordus et des montagnes de plaques de blindage qui n'avaient pas passé les tests de qualité. Julien y passa 6 mois, un fantôme dans son propre chantier naval, son bleu de travail non plus marqué par les étincelles, mais par la rouille. Il triait, il pesait, il cataloguait la ferraille, et chaque jour, il passait devant son erreur. La plaque brûlée était toujours là, sa cicatrice noire et boursouflée semblant le narguer sous la pluie de l'Atlantique. Il la détestait. Elle était le symbole de son échec, la preuve que maître Dubois avait raison. Mais en la voyant jour après jour, il remarqua quelque chose d'étrange. La pluie de Saint-Nazaire est agressive, salée. Les autres plaques de la pile de rebut étaient couvertes de fleurs de rouille orange, mais sa brûlure, sa soudure hideuse, elle, restait noire. L'acier nu, tout autour, rouillait. Mais la soudure elle-même, et la zone affectée par la chaleur, semblaient repousser la corrosion. Il pensa d'abord que c'était une coïncidence, peut-être une contamination par l'huile. Mais il s'approcha, la nettoya. Non. Le métal lui-même semblait différent, comme si la chaleur intense l'avait changé au niveau moléculaire, le rendant plus dense, moins poreux. C'était une observation étrange, mais inutile. Il n'était qu'un trieur de ferraille. Pendant ce temps, la construction du Richelieu continuait, un rivet à la fois. Mais la guerre se rapprochait. Septembre 1939. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Soudain, la construction navale n'est plus une question de fierté. C'est une question de survie, et la guerre apporte de nouveaux problèmes. L'un des plus mortels est la mine magnétique. Les Allemands ont commencé à en larguer des centaines dans les estuaires et les ports. Ces mines n'explosent pas au contact. Elles explosent lorsqu'elles détectent la signature magnétique massive d'une coque en acier. Elles cassent le dos des navires par le dessous. La marine française est en panique. Le Richelieu, presque terminé, est une cible parfaite. Un aimant flottant de 35 000 tonnes. Il faut trouver un moyen de démagnétiser les navires, un processus appelé degaussing. Cela implique d'installer des kilomètres de câbles électriques épais autour et à l'intérieur de la coque. Et ces câbles doivent être fixés. Comment? L'équipe de maître Dubois essaya de le faire à la manière traditionnelle, en perçant des trous dans le blindage et en utilisant des boulons. Ce fut un désastre. Chaque trou était une faiblesse structurelle, et le forage dans l'acier trempé prenait des jours par section. « On ne peut pas le riveter, ça prend trop de temps !» hurla un ingénieur de la marine. « Il faut le souder, il faut souder les supports de câbles directement sur la coque. » Maître Dubois fut forcé de céder. Il détestait cela. Il fit venir une équipe de soudeurs, mais un nouveau problème apparut, encore pire. La coque du Richelieu était faite du meilleur acier, un acier spécial à haute teneur en nickel, conçu pour résister aux obus. Et cet acier détestait la soudure. La soudure standard, à basse intensité, ne prenait pas. Elle collait à la surface, mais au premier choc, la soudure cassait, propre, comme un morceau de verre. Et si on augmentait la chaleur, même légèrement, l'acier trempé perdait sa trempe, devenant mou et vulnérable. C'était un dilemme insoluble. L'ingénieur en chef, un homme nommé Tissot, était désespéré. « Nous ne pouvons pas fixer les câbles. Le navire ne peut pas prendre la mer. C'est aussi simple que cela. » La nouvelle se répandit dans le chantier. Au hangar F, Julien Forge l'entendit. Il entendit les soudeurs se plaindre que l'acier rejetait la soudure, et il repensa à sa brûlure.
Il repensa à cette soudure hideuse qui n'avait pas cassé, qui avait fusionné avec le métal. Il repensa à l'absence de rouille. Il courut vers la pile de rebut. Il trouva sa plaque. Il prit la plus grosse masse qu'il put trouver dans le hangar. Il s'attendait à ce que Dubois ait raison. Il s'attendait à ce que la soudure, brûlée, éclate comme du verre sous le choc. Il ferma les yeux et frappa la soudure de toutes ses forces. Boum! Le son d'une cloche. La masse rebondit si violemment qu'elle lui engourdit les mains. Il regarda. La plaque avait vibré. Mais la soudure était intacte. Elle n'avait pas cédé. Elle n'avait pas fissuré. La chaleur extrême, l'erreur qui avait déformé la plaque, avait en fait créé un lien moléculaire parfait. Il avait, par accident, découvert le recuit de contrainte, par arc à haute intensité. Il avait forcé l'acier spécial à accepter la fusion. Il attrapa la plaque, la traîna sur un chariot et courut vers la cale 1, vers le bureau de l'ingénieur Tissot. Il fit irruption dans le bureau, au milieu d'une réunion de crise avec Dubois et les officiers de la marine. « Julien !» hurla Dubois. « Je t'ai viré ! Dehors !»« Frappez-la !» dit Julien, ignorant le maître, s'adressant à Tissot. Il désigna la cicatrice noire sur la plaque. « Frappez-la avec tout ce que vous avez. » Tissot, intrigué par la folie du jeune homme, ordonna à un ouvrier de prendre une masse. L'ouvrier frappa. Boung! Il frappa encore. Boung! La soudure tenait. Dubois, le maître rifter, devint blême. Il reconnut la plaque. C'était l'erreur qu'il avait fait jeter. C'était l'erreur qui venait de prouver que toute sa vie, toute sa tradition, était fausse. L'erreur de soudure, le rebut, venait de devenir la clé qui allait sauver le Richelieu. Le silence qui s'abattit sur le bureau de l'ingénieur Tissot fut plus lourd que la plaque de blindage qui reposait au sol. Le boung de la masse sur la soudure de Julien Forge résonnait encore. C'était le son de l'impossible. Maître Dubois, l'homme qui avait passé 60 ans à marteler des rivets, regardait la cicatrice de soudure noire, boursouflée, laide et invincible. Il ne dit rien. Il prit son marteau, celui qu'il portait à sa ceinture depuis 40 ans, le laissa tomber bruyamment sur son établi et quitta la pièce. Ce fut sa capitulation. L'air du rivet venait de mourir. L'ingénieur Tissot, lui, était un homme de science, pas de tradition. Il regardait Julien, non plus comme un paria, mais comme un prophète. « Expliquez », dit-il simplement. Julien, tremblant d'adrénaline, prit une craie. Pour la première fois, il n'était plus un ouvrier, il était un professeur. « L'acier », commença-t-il, sa voix s'affermissant. « C'est de l'acier à haute teneur en nickel, c'est comme un pur sang. Il est fort, mais il est nerveux. Si vous le chauffez gentiment, avec une soudure standard, il se crispe. Il crée une couche de carbure, une barrière de verre entre la soudure et la plaque. La soudure colle, mais elle ne fusionne pas. C'est pour ça qu'elle casse. » Il montra sa plaque brûlée. « Moi, je l'ai frappé, je l'ai brutalisé. 300 ampères. L'arc a pénétré si profondément et si vite qu'il n'a pas seulement fait fondre l'électrode, il a fait fondre la plaque elle-même. Il a créé un bain de fusion commun. L'acier n'a pas eu le temps de se crisper. Il a été forcé de se marier. » Tissot était fasciné. C'était une théorie qui allait à l'encontre de tous les manuels de métallurgie de l'époque. Mais la chaleur forge. Une telle chaleur. Vous avez détruit la trempe de l'acier. Le blindage est devenu mou. C'est ce que je croyais, dit Julien. Mais regardez. Il montra la zone déformée autour de la soudure. Elle a gondolé, oui, mais c'est une plaque de cloison. Elle n'est pas structurelle. C'est la soudure elle-même qui compte. Et regardez l'absence de rouille. La chaleur intense a créé un auto-recuit qui a non seulement fusionné le métal, mais l'a aussi purifié. C'est plus dense. Tissot prit une décision qui allait changer la construction navale. « Monsieur Forge, dit-il, utilisant monsieur pour la première fois, vous n'êtes plus au hangar F. Vous êtes nommé contremaître soudeur en chef du Richelieu. Vous avez 3 mois pour installer 40 km de câbles de démagnétisation. Votre erreur devient la procédure standard. Montrez-leur comment faire. » Ce fut une révolution, et ce fut un cauchemar. Les autres soudeurs, formés par Dubois, détestaient Julien. Il était l'arrogant, le jeune qui avait humilié le maître, et sa technique était terrifiante. 300 ampères. Hurla le plus ancien des soudeurs. «
Tu es fou, gamin? L'électrode va exploser. C'est assez de jus pour couper la plaque en deux, pas pour la souder. C'est parce que vous pensez comme un rifter, répondit Julien, impassible. Vous avez peur de la chaleur. Moi, je l'utilise. Il dut leur réapprendre leur métier. Il leur apprit à labourer le métal, à se déplacer rapidement, à ne pas avoir peur de la brûlure. Le chantier naval se transforma. Le rat-tat-tat assourdissant des marteaux-piqueurs fut remplacé par le baiser zété, rugissant et aveuglant des arcs à haute intensité. Le Richelieu était entouré d'une lumière bleue permanente. Et la technique de Julien fonctionna. Les supports de câbles, soudés avec cette méthode brutale, tenaient bon. Ils étaient laids. Les inspecteurs de la marine étaient horrifiés par l'aspect non fini du travail. Mais quand ils frappaient les supports avec des masses, le son était celui de la coque elle-même. C'était fusionné. Ils avaient sauvé le Richelieu. Mais l'histoire avait d'autres plans. Mai 1940, l'invasion. La France s'effondre. Le Richelieu, pas tout à fait terminé, doit fuir Saint-Nazaire pour ne pas être capturé. Il s'échappe de justesse, ses turbines tournant pour la première fois, et met le cap sur Dakar, en Afrique de l'Ouest. Julien Forge, comme le reste du chantier, est démobilisé, vaincu. La France est occupée. L'atelier de Saint-Nazaire est pris par les Allemands, qui l'utilisent pour construire des U-boots. L'histoire de Julien et de sa soudure miracle semble terminée. C'est une simple anecdote, une improvisation oubliée dans la débâcle de la défaite. Dakar, septembre 1940. Le port est une étuve. Le Richelieu, le joyau inachevé de la marine française, est amarré, pris au piège. Il n'est ni libre, ni capturé. Il est sous le contrôle du régime de Vichy, le gouvernement collaborationniste. Pour les Britanniques, c'est un cauchemar stratégique. Ils ne peuvent pas laisser un cuirassé aussi moderne et puissant aux mains de l'Axe. L'opération Menace est lancée. Une flotte britannique, accompagnée des maigres forces de la France libre de Gaulle, apparaît à l'horizon. Leur mission? Convaincre Dakar de rejoindre les Alliés ou neutraliser le Richelieu. La persuasion échoue. La bataille de Dakar commence. C'est un drame fratricide. Français contre Français, anciens alliés contre anciens alliés. Le Richelieu, bien qu'immobile et incomplet, ouvre le feu avec sa tourelle principale. La Royal Navy riposte. Des obus de 15 pouces, 380 tonnes du cuirassé HMS Barham s'abattent sur le port. Ce n'est plus un test à la masse, c'est l'épreuve ultime. Le Richelieu est touché. Un obus de 15 pouces frappe la coque, juste au-dessus de la ligne de flottaison, dans une section traditionnelle, une section assemblée par Maître Dubois. L'impact est dévastateur. La plaque de blindage, épaisse de 330 mm, résiste. Mais le choc, l'énergie cinétique pure, se propage. Et les rivets font ce que Julien Forge avait toujours prédit. Ils sautent. À l'intérieur du navire, dans le compartiment de la chaîne d'ancre, ce fut un massacre. Les têtes de rivets, chauffées au rouge par l'impact, sont parties comme des balles de mitrailleuse, déchiquetant la cloison anti-éclat et tuant 7 marins qui n'avaient jamais vu l'ennemi. La tradition venait de tuer, mais l'épreuve n'était pas finie. Des bombardiers torpilleurs Swordfish, décollant du porte-avions HMS Arc Royal, lancent une attaque désespérée. Une torpille frappe le Richelieu à l'arrière, près des arbres d'hélice. L'explosion sous-marine est encore plus brutale qu'un obus. C'est un coup de marteau de 300 kg de TNT. Le navire est secoué comme un jouet. L'arbre d'hélice est tordu, le navire est gravement endommagé. L'attaque est un échec pour les Britanniques, qui sont repoussés, mais le Richelieu est hors de combat. Il gîte, prenant l'eau. Dans le chaos des réparations d'urgence, l'ingénieur en chef du navire, le capitaine de frégate Tissot, qui avait été muté avec son navire, fait une découverte qui le glace. L'explosion de la torpille a eu lieu exactement là où l'équipe de Julien Forge avait travaillé comme des fous pour installer les câbles de démagnétisation. Une zone qui avait été bricolée, brûlée et affaiblie selon les standards de 1937. La logique voulait que cette partie de la coque, déjà mutilée par les soudeurs de Julien, se soit désintégrée. Tissot, s'éclairant à la lampe torche dans les compartiments inondés, vit le contraire. Là où les rivets de Maître Dubois avaient sauté, les soudures de Julien Forge avaient tenu. Les supports des câbles de démagnétisation, ces pièces non essentielles soudées à 300 ampères, étaient toujours là, tordues par l'explosion, mais fusionnées à la coque.
La coque s'était déchirée à côté de la soudure, mais la soudure elle-même, la brûlure de Julien, était restée le point le plus solide de toute la structure. L'erreur avait été plus forte que le blindage. Tissot comprit. Il comprit que ce jeune soudeur licencié n'avait pas seulement trouvé un moyen de fixer des câbles. Il avait, par accident, découvert le secret de la construction navale du futur. La coque intégralement soudée. Il rédigea un rapport technique secret décrivant la résilience anormale de la procédure de soudure à haute intensité type forge. Mais ce rapport ne resta pas à Dakar. Pendant ce temps, à Saint-Nazaire, Julien Forge était un prisonnier dans son propre chantier. Les Allemands, maîtres de la construction navale, avaient immédiatement reconnu le potentiel du port. Ils y construisaient la plus grande base de sous-marins de l'Atlantique. Julien, comme tous les ouvriers qualifiés, avait été réquisitionné. L'homme qui avait sauvé le Richelieu passait maintenant ses journées à travailler pour l'ennemi. Il n'était plus contremaître soudeur. Il était l'ouvrier 307, un anonyme. Mais les Allemands, eux aussi, avaient des problèmes de soudure, notamment sur les coques épaisses de leur nouveau U-boot type 9, conçu pour résister aux grenades sous-marines. Eux aussi voyaient leur soudure cassée sous la pression. Un jour, un oberingénieur de Brême, inspectant le travail de Julien, le vit utiliser sa technique brutale, à haute intensité. Sur une plaque de rebut, Julien, par habitude, nettoyait son poste en le poussant au maximum. L'Allemand, comme Dubois, fut d'abord furieux. Puis, comme Tissot, il fut intrigué. Il testa la soudure. Elle tenait. L'erreur de Julien, sa révolution, était en train d'être remarquée par l'ennemi. Mais le plus grand vol était encore à venir. En novembre 1942, les Alliés envahissent l'Afrique du Nord, opération Torche. L'amiral Darlan, à Alger, ordonne à la flotte française de Vichy de rejoindre les Alliés. Le Richelieu, endommagé et à moitié réparé à Dakar, fait enfin route, non pas vers la France, mais vers l'Amérique. Il arrive au chantier naval de Brooklyn, à New York, en février 1943. C'est la première fois que les ingénieurs américains, les maîtres du monde industriel, peuvent inspecter un cuirassé français moderne. Ils sont stupéfaits. Le navire a survécu à une attaque à l'obus, à une torpille, et à 2 ans de négligence. En le désossant pour le réparer et le moderniser, il tombe sur les réparations de Tissot, il tombe sur les supports de câbles, et il tombe sur les soudures impossibles de Julien Forge. Des ingénieurs du Bureau of Ships, BUShips, sont dépêchés. Ils analysent ces soudures. Ils ne comprennent pas. Elles sont laides, boursouflées, mais elles sont plus fortes que l'acier lui-même. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils prennent le rapport de Tissot, que les Français leur ont fièrement remis, et ils le décortiquent. L'Amérique, qui est en train de construire la plus grande flotte de l'histoire, les porte-avions de la classe Essex, les cuirassés Iowa, se bat contre le même problème, les soudures qui cassent sous les chocs. Mais maintenant, grâce à un ouvrier français anonyme, ils ont la réponse. La procédure Forge, l'erreur à 300 ampères, est immédiatement classée secret défense et envoyée au chantier de Newport News et de Kaiser. L'erreur de soudure d'un atelier français, oubliée et volée, était sur le point de révolutionner la technologie navale mondiale. Le BUShips Report 44B, le document secret qui contenait l'analyse de la procédure Forge, est devenu la nouvelle Bible des chantiers navals américains. L'Amérique, l'arsenal de la démocratie, était en train de construire une flotte de 10 000 navires, et elle le faisait à une vitesse qui défiait l'entendement. Mais elle avait un problème, la fragilité. Les premiers Liberty Ships, soudés à la hâte, se brisaient en deux dans les eaux froides de l'Atlantique, victimes de fractures fragiles. Les ingénieurs américains savaient comment souder, mais ils ne savaient pas comment souder fort. L'erreur de Julien, cette brûlure à 300 ampères, leur a donné la réponse. Ce n'était pas la soudure le problème, c'était la température. Ils ont compris que la fusion en profondeur de Julien créait une soudure qui était, en fait, une pièce de fonderie, un lingot miniature qui avait ses propres propriétés, plus fortes que le métal environnant. Immédiatement, la procédure Forge, qu'ils ont rebaptisée Deep Fusion Arc Welding, est devenue la norme. Les soudeurs des chantiers de Kaiser, de Newport News, ont été formés à brûler le métal, à labourer l'acier. Le ratatat dérivé, qui dominait encore 50% de la construction, s'est tu. Il a été remplacé par le rugissement de milliers d'arcs à haute intensité.
La révolution fut invisible, mais totale. Les nouveaux porte-avions de la classe Essex et les cuirassés de la classe Iowa furent construits avec cette méthode. Ils n'étaient pas seulement construits plus vite, ils étaient construits plus forts. La preuve ultime de la révolution de Julien eut lieu à l'autre bout du monde, dans le Pacifique. En 1945, le porte-avions USS Bunker Hill est frappé par 2 kamikazes en 30 secondes. Il est transformé en un enfer flottant. Des centaines d'hommes sont tués. Le navire aurait dû couler. Mais il n'a pas coulé. La coque, soudée selon la nouvelle méthode, a absorbé le choc. Les cloisons ont plié, elles ont fondu, mais elles n'ont pas sauté. Les rivets de Maître Dubois auraient explosé comme des grenades, tuant tout l'équipage interne. Les soudures de Julien Forge ont tenu, sauvant le navire. L'erreur d'un ouvrier français à Saint-Nazaire venait de sauver un porte-avions américain au large d'Okinawa. Et Julien? La guerre prit fin. La France fut libérée. Saint-Nazaire, bombardée en ruine par les Alliés, ironiquement, pour détruire la base de U-Boot que Julien avait été forcé de construire, commença à se reconstruire. Julien Forge, l'ouvrier 3307, redevint simplement Julien. Il était anonyme, un survivant parmi tant d'autres, son erreur oubliée, sa révolution volée par les Américains et les Allemands. Il retourna au chantier naval reconstruit, s'attendant à reprendre son poste de simple soudeur, peut-être même de trieur de ferraille. Mais le monde avait changé. La marine française, renaissante, devait reconstruire sa flotte. Et elle ne la reconstruisait plus avec des rivets. Le vieil amiral qui supervisait la reconstruction du chantier n'était autre que l'ancien ingénieur Tissot. Il n'avait pas oublié. Il fit chercher dans les registres. « Trouvez-moi l'homme de la plaque brûlée. Trouvez-moi Forge. » Julien fut convoqué, non pas par un contremaître, mais par l'amiral. « Monsieur Forge, » lui dit Tissot, « le maître Dubois est mort pendant la guerre. L'ère du rivet est morte avec lui. La marine a besoin d'hommes qui comprennent l'avenir. Elle a besoin d'hommes qui savent brûler l'acier. J'ai un chantier naval à reconstruire. Et vous allez m'apprendre à le faire. » L'erreur de soudure était devenue la nouvelle norme. Julien Forge, le licencié, l'homme du hangar F, devint maître instructeur Forge, le père de la soudure navale moderne française. Il n'a jamais déposé de brevet. Il n'est jamais devenu riche. Mais chaque navire de guerre français construit depuis, du cuirassé Jean Bart au porte-avions Clemenceau et Charles de Gaulle, jusqu'au sous-marin nucléaire d'aujourd'hui, est construit en utilisant les principes de fusion en profondeur qu'il a découvert par accident un soir de 1937 en poussant sa machine trop loin. La technologie navale n'a pas été révolutionnée par un plan, mais par une erreur.